Donc la question, et vous l'avez commencé à évoquer, mais moi c'était la troisième question, et j'aimerais vous entendre de façon plus détaillée là-dessus, c'est qu'est-ce qu'on met dans les critères de certification. Ça a été dit, il y a des aspects financiers, administratifs, ils y seront. Je suis plus sceptique sur les questions de résultats, parce que le résultat, il s'apprécie a posteriori par une évaluation rétrospective. Donc je ne suis pas convaincu que ça soit effectivement, en dehors de ce qui sera affiché, parmi les critères essentiels. Même chose pour la qualité. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la qualité? Comment on l'a traduit en critères? Et aussi, Fabrizio disait, c'est pas pour les personnels eux-mêmes, mais on rappelle qu'il y a Pipolinet, par exemple, dans le GSI. Et donc, il y a tout de même des questions qui se poseront aussi en termes de critères sur la manière dont on travaille, la manière dont on travaille avec le personnel, et est-ce qu'il n'y aura pas, par exemple, compte tenu des questions aujourd'hui de difficultés d'accès qui ont été évoquées tout à l'heure, un des critères principaux qui vont sortir, qui est celui de la manière dont on gère la sécurité. Donc on est assez loin finalement des bénéficiaires, mais est-ce que ce n'est pas ce type de critères qui risque demain de s'imposer? Je rappelle juste, et je termine là-dessus, que pour des organisations en France, mais dans d'autres pays européens, en matière de sécurité aujourd'hui, elles ont une obligation de sécurité de résultat, comme on dit en termes juridiques, vis-à-vis de leur personnel. Donc, est-ce que ça ne va pas faire partie aussi des critères? Donc, la question, un petit peu pour conclure, c'est qu'est-ce que vous mettez, quels sont à votre avis, les critères principaux qui vont sortir? Merci Philippe Riffman pour ces 4 questions que j'ai relevées. Et je me retourne un peu vers nos intervenants. La première question, c'était effectivement, est-ce qu'il n'y a pas quand même, de la part des ONG, une forme de victimisation? On pousse des hauts cris, mais en sachant très bien que c'est l'intérêt même des ONG aujourd'hui de se certifier. Alors peut-être réponse de Handicap International et puis de Wolf. Et puis après, deuxième question, effectivement, le rapport entre les bailleurs et puis les ONG. Voilà. Est-ce que les tensions n'existent pas de ce côté-là? Et les bailleurs ont toute facilité à imposer finalement des systèmes de certification. Et puis qu'est-ce qu'on met justement dans cette certification? Aujourd'hui, Philippe Riffman notait avec justesse que c'est peut-être des critères qui ne sont pas du tout les critères qu'on évoquait au début du débat qui vont surgir, mais plutôt des débats d'aptitude à la sécurité des personnels, plutôt que la qualité de la relation au donateur, par exemple. Voilà. Donc voilà 4 points que je vous livre. Le premier point, donc peut-être déjà avec Luciano, l'intérêt des ONG. Ah, j'ai un micro autour du cou. Non, ça marche. Je ne sais pas si on ne se considère pas victime de ce système-là, pour la bonne raison que si on fait le lien avec l'histoire des donateurs, un certain nombre de grands organismes qui financent l'aide humanitaire, à commencer par l'Europe, ont des contrats avec les ONG. Des pays comme l'Angleterre ont aussi des contrats particuliers avec des ONG qu'ils ont sélectionnés pour être opérateurs sur la base de leurs capacités, celles qui ont été évaluées pour agir professionnellement dans un certain délai. Il s'avère que pour ce qui nous concerne, on est en contrat avec un certain nombre d'organismes. Donc, si je veux être un peu prétentieux et arrogant, on n'a pas besoin du certificat. C'est déjà fait. On a déjà un accord avec les principaux bailleurs. Ça ne veut pas dire qu'on s'en contenterait. Alors, ça veut dire qu'en fonction de l'organisation, les enjeux vont être un peu différents. Si une organisation, là je ne parle pas pour nous, a besoin d'acquérir de la notoriété ou de la crédibilité vis-à-vis d'un organisme, elle aura peut-être besoin d'avoir ce certificat. Et ce n'est pas forcément le cas. Donc éventuellement, je reviens à la question de tout à l'heure, c'est si on a déjà des systèmes de facto de sélection et d'accréditation par des organismes bailleurs de fonds qui choisissent leurs partenaires. Une partie du besoin est couverte, c'est déjà fait. Donc nous, on n'est pas contre ça. On a choisi cette économie, je dirais, qui est fonds publics et fonds privés, et on est dans ce jeu-là, et ça ne nous dérange pas. On est choisi et évalué, éventuellement dans une relation de confiance avec le bailleur de fonds, sur le travail qu'on a réalisé. Donc ça, donc je ne vois pas forcément pour nous où serait le gain. Il n'y a pas forcément de gain juste derrière. Donc on ne se sent pas victime, on essaye simplement de gérer la charge.
S'il s'avère qu'il y a plus d'avantages à avoir une certification que d'emmerdement, eh ben on ira chercher le certificat. Aujourd'hui, il y a un grand point d'interrogation. Est-ce que ça risque pas alors, d'être aussi, vis-à-vis des bailleurs, comme le disait Philippe Rickman, une sorte de conditionnalité supplémentaire aussi? C'est-à-dire, j'ai un certificat, finalement, Eco m'ouvre ses vannes financières, j'ai pas de certificat, je suis ignoré de toute la communauté des bailleurs. C'est pas un risque. C'est-à-dire que ça va devenir, si c'était le cas, ce serait une contrainte supplémentaire. C'est-à-dire qu'il faudrait honorer cette condition en plus. Mais on disait tout à l'heure que l'idéal, c'est quand même que la charge, qu'il y ait un rééquilibrage des charges. Parce que si c'est pour ajouter une charge aux charges qui sont actuellement présentes, on ne fluidifie pas le système. On ne fait que l'alourdir et finalement on le neutralise. Donc il y a besoin de trouver un équilibre. Alors probablement que les bailleurs de fonds, s'ils améliorent les synergies et réduisent la charge sur l'administratif et le financier, vont pouvoir libérer des ressources pour la dimension qualité. On pourrait espérer ça. On pourrait espérer ça. Ça, c'est un scénario positif, mais qui demande à être vérifié. Rolf ? Bon, je suis tout à fait d'accord avec toi, Philippe, que les ONG ont un intérêt propre à être reconnus comme travaillant avec des standards de qualité, etc. Tout ça. Mais je ne vois pas la victimisation. C'est-à-dire, je crois qu'ils le font. Mais si vous regardez le monde humanitaire tel qu'il a évolué de façon considérable. Et surtout, c'est un secteur qui est très autocritique. Il faut quand même le voir. Ce que ce groupe d'organisations a achevé dans une période de moins de 20 ans en termes de formuler des problèmes, développer des standards de toutes sortes. Ce qui manque, à mon avis, est autre chose. C'est un esprit de corps du monde humanitaire, au lieu de se plaindre, de dire, écoutez, chers amis, on a fait quand même pas mal de choses, on peut toujours faire mieux, question, ça c'est clair, mais en partie les problèmes ne sont pas avec nous. Vous prenez USAID par exemple, ils ne vont pas financer des ONG qui travaillent dans les deux camps. Hein? C'est exclu. Donc il y a un critère de sélection qui n'a rien à faire avec la qualité, qui est un élément purement idéologique. Et à mon avis, c'est quand même un problème assez considérable pour le monde humanitaire, pour les organisations humanitaires en bloc. David, on évoquait aussi à travers Philippe Reichmann tout à l'heure le fait que finalement l'idée que nous faisons de la certification avec des grands principes risque peut-être aujourd'hui d'être dépassée par d'autres thématiques qui ne sont pas forcément celles auxquelles on pensait il y a 15 ans, au début des processus. Philippe Reichmann évoquait par exemple la question de la capacité à sécuriser ses équipes. Voilà. Est-ce qu'on ne risque pas justement de voir arriver dans le champ humanitaire de nouveaux objectifs qu'on n'avait pas prévus et qui vont s'imposer ou alors qu'on pensait qu'ils ne s'imposeraient pas ? Alors, je ne pense pas. D'après ce que j'ai pu voir dans les discussions qui ont lieu avec le projet du SCHR notamment, il y a un certain nombre de choses qui sont demandées ou qui vont être demandées par rapport au système, par rapport à la capacité à s'opérationnaliser. Mais je crois que d'une part, du côté des donateurs, il y a aussi une grande prudence, une volonté de ne pas être vus comme ceux qui imposent un système. Donc, ils veulent être impliqués dans le développement des critères parce qu'ils veulent avoir leur mot à dire, mais ils ne veulent pas du tout être vus comme ceux qui vont imposer. Donc, il y a une grande liberté qui est laissée aussi aux organisations qui sont impliquées dans ce projet-là. Et par rapport justement à ces questions de sécurité, je pense, y compris de la part des donateurs, tout le monde est d'accord pour dire que la question de la redevabilité, notamment aux bénéficiaires, est un élément qui doit être central pour tout système de certification et que l'accent doit être mis sur la question de la qualité et pas juste sur des questions de compliance. Monsieur Carboni, vous avez entendu donc, les remarques de Philippe Reichmann, vous avez entendu aussi les réactions de vos trois intervenants voisins. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur justement l'évolution maintenant de ce secteur de la certification,
Vous êtes impliqué, je le disais tout à l'heure, à travers le CICR, surtout ce domaine-là. On évoquait une rencontre à Genève qui aura lieu donc le 26 juin prochain. Qu'est-ce qui peut déboucher de tout ça ? Avant d'aborder cette dimension de qu'est-ce qui peut déboucher de cette réunion de la fin de la semaine, je voudrais revenir un peu sur ce concept de victimisation ou de gueule de bois du système humanitaire. On a un enjeu aujourd'hui, on a un problème avec nos donateurs, on a un problème avec les États où on veut travailler. Et je crois qu'il y a un enjeu, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une crise humanitaire et on crée une narration où la réponse au problème, c'est l'action humanitaire. Haïti, un pays, est complètement dévasté. L'autorité publique est balayée, les infrastructures, le peu existant sont balayées, et toute la narration autour de la crise humanitaire, autour de la crise en Haïti, c'est les humanitaires vont répondre à la situation. Alors qu'ils sont là depuis 25 ans pour beaucoup. Et pour faire autre chose. La Syrie, on a une situation de blocage politique. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne parle que de l'humanitaire. Évidemment, une fois que la fête est finie, c'est la gueule de bois, parce qu'on se rend compte qu'évidemment, la narration qu'on a imposée un petit peu dans les médias, dans les politiques, c'est une narration à laquelle on peut pas vivre, je veux dire, on ne peut pas atteindre ces objectifs-là. Ce qui crée, à mon avis, cette ambiance, alors je ne sais pas si victimisation est le bon, mais il y a une ambiance de malaise, je trouve. Voilà, ça, c'est un point de départ. Est-ce que la certification va répondre à ça ? Je ne suis pas sûr qu'elle va répondre entièrement à ça, mais peut-être que la certification va nous permettre de nous recentrer sur des choses basiques, faire des standards basiques, et peut-être laisser un peu le côté grandiloquent et sauvons la veuve et l'orphelin de côté, et puis revenir sur des trucs très concrets, des trucs très basiques. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être un des intérêts du débat sur la certification, c'est ramener l'humanitaire à sa vraie dimension, qui est une dimension un peu plus humble. On parle toujours d'humanitaire à la française, dans ce cas-là. L'humanitaire à la française a sa place dans un système aussi rationnel. Bon, là... Joker. Je vais rappeler la neutralité. Non, mais effectivement, il y a une charge émotionnelle dans la manière dont, on va dire, le secteur humanitaire français dépeint son action, son ambition, sa volonté. On revient au débat, d'abord l'acte humain, et ensuite, on va dire, le médecin ou le professionnel. Oui, l'humain, évidemment, c'est fondamental. Mais j'ai une question, est-ce que je préfère avoir en face de moi un humain, principalement, ou quelqu'un aussi qui sait ce qu'il fait ? Les victimes, j'aime pas ce mot-là, les gens qui sont affectés par des conflits et des désastres naturels, je suis un peu désolé de vous annoncer ça, très souvent, ils préfèrent le professionnel. Donc, voilà, mais je veux dire, ça, c'est un autre débat, un autre 5 à 7. Est-ce que les Français sont trop romantiques ? Ouais, peut-on être français et professionnel. Français et certification. Voilà, nous comparons la cuisine française et la cuisine suisse, par exemple. Voilà. Alors maintenant, pour ce qui est de cette fin de semaine, alors c'est vraiment une phase de consultation. Le concept qui a été développé au sein du SCHR, c'est vraiment pas on fait des recherches dans notre coin, voilà la recette, vous achetez pas. Donc il y a vraiment l'ambition de se mettre autour de la table, de discuter les recherches préliminaires qui ont été faites. Les États donateurs ont été rencontrés, des organisations humanitaires ont été rencontrées, il y a l'enjeu des bénéficiaires et on essaie de réconcilier, surtout le chef de projet du SCHR, avec le support un petit peu de tout le secteur humanitaire, essaie de réconcilier ces éléments pour arriver, à quelque chose qui fasse sens pour les personnes qu'on veut assister, qui fasse sens pour nous en tant qu'organisation humanitaire, la pression de notre donateur, et puis les États qui nous donnent accès ou pas. Je veux dire, on sous-estime vraiment beaucoup trop cette dimension-là. Donc, le résultat, on en reparlera lundi, parce que là, je ne peux pas anticiper ce qui sortira de ces discussions. Alors, du côté ONG collectif, alors je sais bien, Wolf, que vous n'êtes plus président de Voice, mais vous l'avez été, il y a eu des réactions. Il y a des réactions des collectifs d'ONG autour de cette initiative. Oui, c'est plutôt... il y a eu une déclaration conjointe ICFA, Interaction et Voice, qui disent, premièrement, il ne faut pas complexifier toute cette histoire, de mettre encore plus de choses dessus.